Est-ce que tu penses que les cabinets de conseil survendent un peu les consultants ou limite parfois même les poussent à mentir sur leurs expériences et même limite les exploiter? Malgré le fait que j'essayais d'être assez bonne à l'école, je ne rêvais pas de ce genre de métier. Quand on me demandait qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, je voulais être menuisier. Peut-être avec le recul, je pense que j'aurais dit oui. Ça m'aurait évité de passer par les ESN. Hello les amis, bienvenue encore dans Product Story, le podcast qui inspire la jeunesse afrodescendante. Ici, on vous donne les outils qui sont concrets pour pouvoir vous aider dans votre vie, dans votre carrière et même aussi dans vos études. Nous voilà encore pour un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à vous installer tranquillement. Voilà, partagez le contenu à quelqu'un et puis on est parti. Salut Apéfa. Salut Patrick. Ça va? Très bien, merci, et toi? Ça va bien. Les Lyonnais vont bien? Très, très bien. Voilà, ça fait hyper longtemps. Oui. Ça fait vraiment très, très longtemps et merci beaucoup. Plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Plus de 10 ans facile. Toi, tu étais venu en France en 2013? C'est ça. 2013, ouais, plus. Ça fait 12 ans là, du coup. Ah oui. Ouais. Le temps passe très vite. Ouais, ça va très vite. Et ouais, merci d'avoir accepté voilà, venir sur le podcast, nous parler un peu de ce que tu fais et tout. Donc voilà, merci à toi. Merci plutôt à toi. J'apprécie beaucoup le concept Product Story. Ok. Et je me prête au jeu aujourd'hui. Bon, après, comme tu le sais déjà, nous, on va revenir un peu sur le métier de... Après, ça dépend pas forcément des gens qui sont salariés aussi, mais des entrepreneurs aussi qui vont venir parler de leurs produits. Mais aussi, moi, j'accorde aussi beaucoup d'importance aux personnes qui sont aussi salariées parce que je trouve qu'il n'y a pas que l'entrepreneur dans la vie. Et le fait de revenir parler un peu aussi de leur parcours pour aider aussi la jeune génération qui arrive, c'est vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant et surtout important. Donc voilà, merci à toi. Oui, du coup, toi, c'est quoi? Comment tu arrives à l'informatique? Parce que, enfin, je te laisse te présenter déjà d'abord. Je pense que c'est comme ça, après, on voit comment est-ce qu'on avance. Du coup, comment tu te présentes aujourd'hui? Très sommairement, je suis Apéfa Adjoguenou, togolaise d'origine. Et je vis en France, effectivement, depuis 2013. Et voilà. Voilà. Et du coup, tu es informaticienne? C'est ça. Je suis Okay. Senior Data Analyst, Okay. Data Engineer aussi, en fonction des missions qui me sont présentées. D'accord. Et comment est-ce que ton parcours se construit? Enfin, le collège déjà, tu aimais déjà l'informatique? Alors oui, juste pour revenir avant le collège, il faut dire que j'étais une fille qui a grandi avec cette mentalité de toujours exceller pour faire plaisir aux parents. Quand je n'avais pas les bonnes notes, j'étais plutôt assez vexée, il faut le dire. Et donc, ça a beaucoup façonné ma mentalité. Et bien avant l'IAI, je me rappelle que j'étais en classe de première. Et mon papa, qui est un ancien référent technique à Togo Télécom, aujourd'hui il l'appelle YAS, Yes, oui. m'a ramené du bureau un vieil ordinateur de bureau et devine que le système d'exploitation dessus, c'était même pas Windows XP, mais c'était Windows 98. Donc pour dire à quel point c'était obsolète. Et c'était en cette année, donc en classe de première, que j'ai commencé à m'intéresser. À l'informatique. Même pas à l'informatique, à la bureautique. À la Parce qu'il n'y avait ça. rien sur le PC. En fait, il n'y avait que des outils du genre Paintball, la suite Microsoft, et un jeu de cartes. Ouais. Les solitaires. Oui, je me rappelle. Je crois que c'était sur Windows XP. Bon, moi, j'avais un peu ce truc-là aussi. Genre, je prenais mon ordinateur de mon père. Ça va être encore dans les 2007-2008, à peu près comme ça. Je crois que c'était une période où tu avais un peu... Je crois que ça passait à Vista, où on est déjà à 7, je ne sais plus trop. Oui, il y avait eu une période Ouais. Vista qui Oui, voilà. n'était pas très stable. Et si on Et a après, fait la ça passait à transition sur 7, ouais. 7. Oui, pareil, il y avait les petits jeux comme ça où tu C'est t'entraînais ça. un peu sur l'ordinateur. Effectivement, je me rappelle très bien. C'est ça. Donc, ouais. pour revenir à mon intérêt à l'informatique, j'ai commencé avec la bureautique. J'ai appris à manier le clavier. Tu as fait un bac scientifique, c'est ça, D ou C? Alors, oui.
J'ai fait une série scientifique. Ok. Au Togo, il appelle C4, la série La C4. série C. Oui. C'est beaucoup, enfin, pour ceux qui nous suivent, c'est plus une spécialité maths et physique. C'est ça, une Voilà. spécialisation en mathématiques et sciences physiques. Un petit background en sciences naturelles, mais c'est surtout les mathématiques et les physiques. Ok. Et donc, oui, du coup, tu parlais de ton intérêt pour l'informatique. Exactement. Ça a commencé avec la bureautique. Ok. Savoir taper vite au clavier. Et je devenais très rapidement la secrétaire de la grande famille. Quand il y avait des rapports de stage à rédiger, c'était moi. Ok. Quand il fallait planifier le menu de la semaine, c'était moi. Donc, je jouais un peu à ça. C'est tout petit à petit que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique. Et même ça encore, c'est de la bureautique. Ok, oui. Ok. Et ok, après, tu as ton bac. Est-ce que le choix se pose en vrai ou tu te dis direct que je vais tenter une école en informatique? Il faut dire que quand j'ai eu mon bac, même avant, la question d'orientation s'est posée à moi. Et je n'avais pas beaucoup de visibilité sur ce que j'allais faire après le baccalauréat. Il faut juste préciser que malgré le fait que j'essayais d'être assez bonne à l'école, je ne rêvais pas de ce genre de métier. Je me voyais plutôt dans des métiers manuels. Quand on me demandait qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, je voulais être menuisier, par exemple, ou charpentier. Mais du coup... Je n'avais pas du tout... non, je ne pensais pas du tout à des métiers manuels. Je ne sais pas. Je pense que peut-être dans mon entourage, j'ai vu des gens faire et ça m'intéressait dans notre quartier. Oui. Et malheureusement, à cette époque, je pense que c'est des genres de métiers qu'on ne valorisait pas assez. Et ça te touchait un tout petit peu. Voilà. Et mes parents ne se projetaient pas dans ce type de métier pour moi. Ils me voyaient soit ingénieur, en génie civil, en informatique, médecin. Voilà, ce genre de clichés de métier que la société acceptait plus. Donc, j'avais le choix pour mon orientation, soit de partir à l'ENSI, donc École nationale des... supérieure d'ingénierie, en tout cas. Voilà, École nationale supérieure d'ingénieurs, ou à l'IAI Togo. Et donc, j'ai passé en premier le concours d'entrée à l'IAI Togo. Et l'école, donc l'IAI Togo, c'est un institut africain d'informatique, la représentation du Togo était en partenariat avec l'ambassade de France. Et ce qui s'est passé, c'est que je figurais parmi les 4 premiers. Donc, ils avaient une mention d'accompagnement en bourse pour les 2 premiers, donc en catégorie hommes, et les 2 premières en catégorie dames. Et je faisais partie de ce panel-là. Donc, j'ai réussi plutôt brillamment le concours et cette opportunité s'est ouverte à moi. Donc, je n'ai plus passé le concours de l'INSI, du coup, et en plus... oui, voilà. L'INSI, j'y ai pensé parce que c'était le parcours de mon papa. Mais voilà, l'IAI Togo, je dis pourquoi pas. Voilà, j'ai pas vraiment creusé pour voir si je pouvais faire d'autres types de concours. Et je suis arrivée directement après mon baccalauréat, donc à l'IAI Togo. À l'IAI. Et comment ça se passe, du coup? Tu passes 3 années, c'est ça? C'est ça. C'était comment? Comment tu t'as trouvé? C'était assez, enfin, je sais pas, facile? C'était plus compliqué? Non. Très honnêtement, je pense que c'était le meilleur parcours scolaire de ma vie. C'est là où j'ai commencé à briser cette mentalité-là de toujours chercher à être la première, à être concurrente. Voilà. Parce que cette mentalité biaisait mes relations sociales. Je ne voyais plus mon entourage comme des potentiels amis, des partenaires. C'est la compétition. Mais c'est toujours cette mentalité de compétition. Mais à l'IAI, je me suis fait de très, très bons amis et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'était 3 années formidables, des professeurs très bienveillants pour la plupart. Et voilà, quoi. Non, mais ce que tu dis, c'est super intéressant parce que je pense, généralement, quand on grandit en Afrique, dans certaines familles qui sont très exigeantes, déjà tout petit, tu grandis avec ce truc-là où il faut forcément être parmi les meilleurs, forcément être le premier de ta classe.
Et généralement, bah, finalement, ça crée totalement de la compétition, effectivement. Et comme tu le dis, tout le temps, en fait, tu as l'impression que tu es en compétition avec les gens qui t'entourent, alors que c'est tes amis, c'est tes potes, c'est tes C'est ça. camarades et tout. Après, ce qui est quand même aussi bien, c'est qu'au moins, ça te pousse à encore à te dépasser. Ouais. Oui, ou pas, ou tu penses pas? Bah, c'est le système qui est malheureusement fait comme ça. On note selon ses résultats scolaires, alors que dans la vie réelle, c'est pas ça. c'est pas uniquement ça. C'est vrai que ça aide si on veut, par exemple, continuer les études pour faire les classements, mais la vie pratique a montré que c'est pas Généralement, réellement c'est pas ça. toujours les premiers de la classe qui réussissent dans la vie, c'est vrai. Donc voilà. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ok, super. Et donc, comment tu te dis que je vais continuer en France? Donc, toujours dans la même lignée, Ouais. l'IAI Togo était en partenariat avec une école en France qui s'appelle l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Ok. Et j'avais écho d'anciens camarades qui sont partis et les échos étaient plutôt favorables. Et à cette époque, il n'y avait pas l'ambassade... Non, il n'y avait pas Campus France. Ouais, je me Donc, rappelle très bien. Je Il n'avais faut tout faire à l'ambassade, c'est ça? Ou le consulat plutôt, je suppose. Je sais que c'était une inscription en ligne sur le site de Campus Directement. France et tu avais la possibilité de choisir jusqu'à 7 universités. Mais à cette époque, il n'y avait pas cette structure. Donc, moi, ça a été une demande d'inscription directe via la messagerie de l'université. Ouais. Et j'ai été retenue. Ok. Donc, en gros, mon parcours, il était assez bien tracé. Je n'avais pas d'autres alternatives autour. Ok. Je pense que si je n'avais pas fait l'UTBM, je serais restée à l'IAI Gabon Ah oui. aussi. Faut Mais continuer. voilà, à cet âge, je voulais découvrir d'autres horizons, sortir du cadre familial et peut-être prendre ma vie en main. Voilà. Ok, super. Et quand tu arrives en France, comment ça se passe? Comment tu t'adaptes à la vie, à la vie française? Aïe, aïe, aïe. C'était, bon, enfin, je peux préciser si tu veux. Je suppose que quand tu arrives à l'UTBM, il y a différents profils, il y a d'autres parcours. C'est peut-être plus exigeant, je suppose. Et même simplement à la vie française, comment tu t'adaptes aussi, tout simplement dans ta vie au quotidien. Il faut dire que je suis arrivée dans une petite ville de France qui est Belfort. Ouais. Et contrairement à la vie parisienne, c'était des gens plutôt accueillants. J'avais cet a priori-là de faire face à des personnes très renfermées, mais ce n'était pas du tout le cas. Okay. Donc, globalement, l'accueil était bien... Ils étaient bien accueillants, les Belfortins. La seule difficulté que je pourrais avoir, c'était au niveau de l'intégration, même dans le cursus scolaire, parce que je suis arrivée en décalé en février. Ah, en gros, c'était quoi, la rentrée d'hiver, ils appellent ça? C'est ça, la rentrée de printemps. Donc, la rentrée d'hiver, c'est en septembre, et la rentrée voilà, celle de février, ils appellent ça la rentrée de printemps. Okay. Donc, généralement, quand tu commences en rentrée d'hiver, c'est plus simple, en ce sens qu'il y a quand même beaucoup d'UV qui sont généralement prenables. Tu peux facilement les valider, avoir ces acquis. Par exemple, sur 6 UV que tu choisis, si tu arrives à valider les 5 UV, tu peux, avec un background de licence professionnelle, faire 2 années et demie de parcours plutôt que 3 années. Donc, moi, je n'étais pas dans ces conditions. Donc, la difficulté, c'était arriver à me mettre au même niveau des personnes qui arrivaient en classe préparatoire, finaliser tous les tracas administratifs, donc payer le loyer, faire les démarches administratives pour l'obtention de titres de séjour. Voilà, tous ces tracas, je devais les faire en 1 semaine avant le début des cours. Donc, c'était assez chargé. Mais voilà, comme je le disais, je n'étais pas seule. On était arrivés en convoi de Togolais de l'IAI Togo. Donc, globalement, l'intégration était plutôt satisfaisante quand même. Ok, ça s'est plutôt bien passé pour Oui. Non, mais c'est intéressant. Et surtout, je pense que comme tu étais aussi dans un cadre estudiantin, c'est je ça. suppose que le même attend le logement. Je suis sûr qu'il y a d'autres étudiants
venant Exactement. d'Afrique, peut-être aussi. Donc, Exactement. Donc, j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs OK. et on l'appelait, on le surnommait à l'époque le foyer des jeunes Togolais. Ah ouais, parce qu'il y avait beaucoup de Togolais? Oui, quand même. Beaucoup d'étudiants venant du Togo y D'accord. résidaient. OK. Il y avait d'autres Africains aussi. OK. Donc, on essayait d'organiser des petites activités autour d'un repas OK. par thématique. Et on invitait aussi d'autres étudiants d'autres origines sénégalaises et autres. OK. Voilà. OK. Et comment ça s'est passé? Enfin, quand je dis comment ça s'est passé, c'est-à-dire que si tu compares à l'IAI, est-ce que c'était beaucoup plus exigeant? Parce que tu sais, tu te parlais des UV, que c'est plus difficile à rentrer de printemps. Mais surtout le cursus d'ingénierie, est-ce que vraiment c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus exigeant, plus compliqué? Enfin, si on doit comparer, est-ce que tu penses que le système français aussi, en tout cas dans les écoles d'ingénierie ou dans les universités technologiques, est-ce qu'il est plus exigeant que ce qu'on vit en Afrique ou au Togo? Ouais. Forcément, l'exigence se retrouvait au niveau du rythme des Ok. cours. D'accord. Donc, en un semestre, il fallait valider au minimum 6 UV. Et c'était des UV sur des matières à la fois transverses comme les langues, mais aussi des matières assez techniques Ok. comme les systèmes d'information, des développements et autres. En fonction de son background en licence professionnelle, on peut le trouver relativement plus complexe. Ok. La difficulté, encore une fois, venant d'une étudiante d'origine africaine, c'est d'arriver à s'adapter avec des camarades qui n'ont pas la même provenance que soi, parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits clans qui se forment et c'est assez difficile de trouver un groupe de travail pour évoluer. Ok. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment dans ces deux phases-là que j'ai ressenti une certaine difficulté, quoi. Mais sinon, à part ça. À part ça, non. Ok. Ça marche. Ok, intéressant. Et du coup, tu finis et puis tu arrives sur le marché du travail. Oui. Enfin, en tant que quoi, enfin, quand tu sors, en tant que data analyst, c'est ça? Non, alors ok, très, vas-y, très bonne explique-moi. question. Il faut dire que, en réalité, l'UTBM n'a pas de filière spécifique à la data. Ok. Tu pouvais sortir en tant qu'ingénieur en mécanique, par exemple, en réalité virtuelle ou en ingénieur logiciel. Ok. Et moi, je suis sortie diplômée ingénieur logiciel. Mais ce qui m'a permis d'orienter ma carrière vers de la data, c'était le choix de mes premières missions. D'accord. Et le choix des unités de valeur orientées système d'information. Ok. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'est un choix assez stratégique. Lorsque j'ai fait mon premier stage en 2014 en développement Java, j'ai réalisé qu'en fait, que le développement pur et dur n'était pas fait pour moi. Je n'appréciais pas ce format-là, je ne me voyais pas devenir développeur. Ok. Donc, quand je suis arrivée après ce stage, j'ai très rapidement choisi la majorité de mes unités de valeur pour tout ce qui va être des systèmes d'information, conception de bases de données, gestion ou maintenance des systèmes d'exploitation. D'accord. Voilà, c'est vraiment vers la fin de mon parcours que j'ai fait ce choix stratégique d'avoir ce background-là. Ok, c'est fonction de ce que tu as vu en stage, etc., qui t'a permis de t'orienter plus comme ça. Exactement. Okay. Sinon, voilà, j'allais sortir et me positionner comme un ingénieur, développeur et peut-être subir le choix de la mission qui va s'imposer à moi. Ouais. Donc moi, pour préciser, en mon projet de fin d'études, j'ai rejoint un équipementier automobile. Ok. Valeo, je ne sais pas si tu connais. Valeo, ouais. Oui. Ouais. Et figure-toi que la mission qui m'était proposée, c'était pas de la data, mais c'était de la gestion de projet. Ok. Et je devais chapeauter une équipe offshore basée en Inde sur une refonte de leur système thermique. Enfin, ça, voilà, c'est un module de Valeo. Et je l'ai plutôt bien accompli parce qu'au bout de 6 mois, ils m'ont proposé un CDI. D'accord. Valeo en interne. D'accord, ok. Chez Valeo directement, du coup? Chez Valeo. Ok, donc du coup, tu commences ta carrière avec eux? Mais en Inde.
Ah. Ok. Et donc, je suppose que tu n'acceptes pas. C'est ça. D'accord. Ok. Je n'accepte pas parce que déjà, je finissais de m'adapter au système français. Ouais, tu te voyais Et on pas me lance repartir. en aventure toute seule dans un pays où encore moi, je n'ai pas de repères familiaux. Donc, Ouais. peut-être avec le recul, je pense que j'aurais dit oui. Ah oui? Pourquoi? Ça m'aurait évité de passer par les ESN. Ah oui, tu gardes une mauvaise image des ESN? Non, non. Ok. Non, Bon, non, enfin, pour juste... pas forcément. Il y a les avantages, les inconvénients Ok. dans l'un d'autre, mais je pense que ça m'aurait stabilisé dès le début de ma carrière dans une entreprise où je serais peut-être plus en sécurité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, bah, parlons-en du coup des ESN. Vu que Alors, c'est... ok. oui, sans Donc, transition. donc, ok. Donc, quand tu refuses Valeo, tu vas en ESN. C'est ça? Ok. Exactement. Bon, j'essaie de... Pour les personnes peut-être qui ne comprennent pas, bah, les ESN, c'est du coup, c'est des entreprises de services numériques. C'est un peu la nouvelle appellation. Bon, enfin, ça date maintenant des Les SS2I. SS2I, c'est tout à Voilà, qui fait. sont aussi... Enfin, c'est pareil. Je crois qu'il y a beaucoup qui l'appellent aussi plus des cabinets de conseil. Mm. Voilà. Et les plus grands en France, ça va être quoi? Capgemini, Il y Atos a peut-être aussi, non? Sopra Ouais, Sopra Steria, Steria. Worldline, Solucom aussi. Voilà. Devoteam aussi, non? Ou non, Euh, un peu moins grand. je ne saurais pas te répondre Ok. exactement, mais Mais ça fait voilà, ça fait partie de partie la famille des cabinets des de grands, conseil. ouais, des Voilà. grandes. Et c'est plus du consulting IT, voilà, informatique, parce que c'est différent du consulting en stratégie. Exactement. Euh, Et et donc, du toi, digital aussi. Oui, voilà, digital, voilà. Ouais, donc, du coup, toi, tu rentres dans quel cabinet? Donc, ma première entreprise, c'est Sogeti, donc une filiale de Sogeti, de Capgemini. Capgemini, ok. Ouais, Ils sont basés à Issy-les-Moulineaux. Donc, c'est avec eux que je commence ma carrière. d'accord. Et Juste pour ne pas... Enfin, désolé de te couper, mais généralement, après je crois que quand on rentre à Capgemini, quand même, qui a une très grande réputation en France et dans le monde, c'est quand même une certaine joie quand même de rentrer Capgemini dès que tu finis tes... Ou bien toi, tu l'as pas ressenti comme ça? c'est tellement subjectif Ok, d'accord. qu'on le Ouais. ressent peut-être différemment en Différemment, ok. fonction de ce qu'on recherche. Ok. Globalement, j'avais le choix de rester à la maison et recevoir mon salaire tant que je n'ai pas de mission, Ok, en intercontrat. en intermission. Enfin, en En intermission, fait, ok. sans la contrainte de se pointer au travail quand tu n'as pas de clients. Oui, ok. Voilà. Hmm. Et c'est peut-être ça qui est l'avantage, mais ce que j'ai remarqué, et c'est peut-être pas contre l'entreprise en question, c'est que il se peut que ta première mission te désoriente de ton objectif de carrière. Ok. Tu pourrais souhaiter une mission en data, mais finir en mission de testing. Parce que je pense que c'est une entreprise qui privilégie les intérêts de ses clients plutôt que, Plutôt que le tien, ouais, que voilà, le sien, ok. les souhaits des consultants. Et Hmm. ça, je pense que c'est pas que Capgemini, hein, c'est finalement toutes les ESN sont un peu dans cette mentalité-là. Donc, moi, je suis restée 6 mois chez Capgemini parce que je ne trouvais pas de mission qui correspondait à Ce mes que tu voulais attentes. faire, ok. Voilà. J'ai eu des propositions de mission en tant qu'ingénieur de test et non, je ne voulais pas. Je pense que le premier choix de mission allait être la base pour les prochaines missions qui vont être proposées. Hmm. Donc, non, j'ai dit non. Et comme au bout de 6 mois, je n'avais pas de proposition de mission, j'ai quand même validé ma période d'essai, mais j'ai demandé une rupture conventionnelle de contrat. Ok. Et je suis partie vers les ESN à taille humaine. Ok. Donc, en taille humaine, on va se situer à moins de 200 collaborateurs en Île-de-France. Ok. Et très rapidement, j'ai trouvé des missions qui commençaient à m'intéresser vraiment. J'ai pu faire, il me semble, 3 missions Ça, c'était en chez qui? 5 années.
chez l'entreprise Triman. Non, je connais pas. Ouais. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont été rachetés par un groupe après la Covid. Ok. Mais voilà, j'ai fait 5 années chez cette entreprise où j'ai pu travailler pour des entreprises en bourse CAC 40. Et encore une fois, c'est une démarche de gagnant-gagnant. Tu gagnes de l'expérience et ils te paient en retour. Ok. Donc, voilà. Totalement. Non, mais ce que tu dis, c'est très important parce que je trouve en fait que en tant que junior, quand tu arrives dans un cabinet de conseil, déjà, tu peux pas dire non aux missions, je pense, parce que toi aussi, tu veux peut-être travailler, tu veux être staffé sur une mission. Donc, c'est super difficile. J'ai l'impression que tu acceptes ce qu'on te donne, surtout s'il n'y a pas assez de missions qu'on te trouve. Et mais ce que je trouve assez courageux de ta part, c'est que tu te dises que non, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ta situation qui sont restés, et qui restent en cabinet de conseil. C'est ça, parce que tu as peur tu acceptes tout aussi, parce que j'ai l'impression que quand tu es plus expérimenté, tu arrives facilement à dire non à certaines missions. Mais oui, quand tu es junior, tu veux aussi valider ta période d'essai, donc tu acceptes tout ce qu'on te donne et tout. Et est-ce que tu penses que généralement les cabinets de conseil survendent un peu les consultants, ou limite parfois même les poussent à monter leur expérience et même limite les exploiter? Est-ce que tu penses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et tout, donc je veux avoir ton avis là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés et d'a priori à ce sujet. C'est pas totalement faux, mais en fonction de mon expérience, tout dépendra de ton temps en intermission et aussi de l'ESN que tu choisis. Aujourd'hui, il y a des ESN plus flexibles à cela, en ce sens que tant que tu n'as pas de mission, déjà, ils te recrutent sur mission, pas sur profil. Comme ça t'évite, toi, d'être, de passer du temps à ne rien faire. D'être exposé à une mission qui ne te conviendrait pas. Tu signes que lorsque tu es sûr que tu pars chez ton client, au final, en fait. Donc, effectivement, il y a des ESN, finalement, où ils se disent « Ah, j'ai un budget pour payer tel collaborateur, mais derrière, il n'y a pas de return on investment. Donc, oui, je vais traficoter un peu son CV et essayer de le survendre. » Mais finalement, je pense que c'est une mauvaise stratégie parce que le client finit par s'en rendre compte qu'il n'est pas aussi. Et la renommée de l'entreprise en prend un coup, en fait. Et c'est pour ça que je dis que ça dépend des ESN et ça dépend aussi des profils avec qui ça se passe. Ok. Est-ce que tu penses que les salaires sont pas mal, c'est de bons salaires pour le travail que tu accomplis, peut-être sur que le ESN perçoit en retour? Est-ce que tu penses que tu es vraiment aussi rémunéré à ta vraie valeur? Moi, personnellement. Oui, et globalement, d'ailleurs. Je dirais non. Non. Je pense que toujours est mieux, comme on dit chez nous. Mais après, pour quelqu'un qui débute, c'est toujours mieux d'avoir... comment je vais l'expliquer? C'est toujours mieux d'avoir cette expérience-là pour pouvoir se décider et se projeter après. Certaines commencent en ESN et après se positionnent en tant que freelance ou en transition, passent par un portage salarial. Et forcément, le TJM, il est plus convenant des deux parties au niveau de toi, le porté, au niveau de l'entreprise qui te porte. Mais effectivement, quand tu rentres dans des ESN, ils vont prendre une grosse marge sur ton dos. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est surtout aussi pour ça que beaucoup de gens font maintenant en freelance ou en portage, comme tu le dis. Exactement. Et ok, c'est intéressant tout ça. Et est-ce que tu penses... après, ce que j'aime quand même aussi dans la formule, c'est que quand tu commences, ça te permet quand même de pouvoir travailler sur différentes choses. C'est-à-dire que peut-être que tu as fait une mission de 3 mois ici, tu as fait une mission de 6 mois là. Peut-être en 2 ans, tu peux travailler pour de très gros clients sur de différents projets. En tout cas, si tu choisis très bien tes missions. Et ça te donne une expérience que tu n'aurais peut-être pas eu en restant dans une entreprise, en travaillant peut-être 5-6 ans sur un seul produit, par exemple. Exact. Et c'est ça aussi, je trouve, quand même comme avantage au niveau des ESN. Mais effectivement, toute la partie un peu exploitation et tout,
C'est un peu plus compliqué. Exactement. La facilité d'avoir des missions qui t'intéressent, c'est un plus quand tu parles sur une ESN. Et c'est quelque chose qui se dit, moi, mais généralement, des personnes préfèrent les ESN que le statut freelance parce que d'un point de vue... sécurité aussi, ils ne sont pas prêts à s'exposer autant. Quand tu es freelance, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de rémunération. Il y a aussi cette partie à ne pas sous-estimer. Alors que finalement, quand tu es en ESN, même si tu n'as pas de clients, bah, ton salaire, il rentre aussi. C'est une forme de sécurité. On commence à chercher plus lorsqu'on se rend compte que finalement, on vaut plus. Et si on est prêt, on peut avoir plus, en fait. Donc, c'est vraiment... C'est beaucoup de questions à se poser pour voir quel type de statut me conviendra le plus, en fait. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis aussi, parce que surtout depuis qu'il y a eu le Covid ou la Covid, bon, bref, je sais même plus. On dit là parce que COVID. C'est encore des femmes. Ok, donc oui, depuis, on a remarqué aussi que y a beaucoup de personnes qui avaient perdu leur mission et tout, c'était un peu plus compliqué. Donc oui, effectivement, si tu veux jouer la sécurité, effectivement que rester en CDI dans une ESN, c'est beaucoup plus la sécurité. Ok. Je voulais avoir ton avis sur la partie un peu, en tout cas les ESN, vu que tu as travaillé dedans et tout. Donc revenons un peu à la data quand même, ça m'intéresse bien. Alors. Et toi, du coup, tu disais que tu étais data analyst ou data engineer selon en fait les missions qui te sont proposées. C'est quoi la différence? Et même data scientist, par exemple, entre les trois métiers, généralement, c'est quoi la différence généralement? Donc, oui, pour y répondre, je vais simplement définir à peu près ma compréhension des trois rôles. Ok. C'est vrai qu'on a tendance à les confondre, mais il y a une petite subtilité. Ok. Donc, aujourd'hui, je dirais que le data scientist, c'est celui-là qui va faire de la conception de modèles d'apprentissage. Donc, il va concevoir une solution à partir des modèles d'apprentissage, donc du machine learning et de l'intelligence artificielle. Donc, généralement, il se base sur les outils orientés big data tels que Kubernetes, Python et autres. Le data engineer, lui, il a comme responsabilité de concevoir un système de solutions de stockage assez robuste et évolutif dans le temps. Donc, on pourrait lui affecter un rôle d'architecte de données, mais c'est celui-là même qui est en mesure de faire, de s'assurer de la robustesse de cette solution de stockage de données. Il est plus à l'aise avec tout ce qui a à voir trait aux données big data. Encore une fois, il doit avoir de bonnes connaissances dans les outils orientés big data, Kafka, Hadoop, j'en cite d'autres, Python et autres. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, pour ne citer que ceux-là. Et le data analyst, lui, en général, son rôle, c'est de collecter, d'analyser et de rendre en visuel les données qui lui sont fournies. Ok. Cette analyse va être beaucoup plus orientée, même limite vers du marketing, non? J'ai comme l'impression que les données qui sont utilisées, ça va être beaucoup plus des KPI qui vont être traqués plus tard pour voir comment est-ce que l'entreprise se réagit peut-être aussi aux chiffres. C'est ça. Voilà, ok. C'est ça. Les données qu'il fournit, en les restituant en visuel, sont des vecteurs clés à la prise de décision de l'entreprise en question. Au-delà de produire des rapports et des visuels, il sait aussi faire du traitement des données en amont, ce qu'on appelle les ETL dans le métier. Dans le métier, ok. Et donc, ça, tu le fais depuis tes premières expériences, du coup? Oui, depuis cette année maintenant. Et comment est-ce que ça se passe généralement? C'est très facile d'accès. Bon, c'est vrai que toi, tu as eu vraiment un chemin quand même qui est assez, je ne vais pas dire tracé, direct, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu aujourd'hui en reconversion. Il y a d'autres, en fait,
qui veulent le faire directement à l'école. Je ne sais pas si tu connais un meilleur parcours qui te permet, par exemple, d'y arriver directement ou quelqu'un qui est en reconversion. Comment est-ce qu'on s'y prend? Très, très bonne question. La remarque que j'ai faite aujourd'hui, c'est que peut-être la réponse pourrait convenir à quelqu'un qui s'intéresse aujourd'hui à la data, qui n'a pas une voie tracée pour y arriver. Moi, sans faire de la publicité, j'ai bien apprécié les UV qui m'ont été proposés par l'UTBM pour y arriver. Aujourd'hui, il y a forcément d'autres raccourcis. On a beaucoup de sites de bootcamp où il y a des formations payantes avec des certifications. Les entreprises sont de plus en plus rigoureuses aujourd'hui. Ils exigent des certifications, du PL300 pour... Ça, c'est les certifs, c'est ça? Oui, les certifs. PL300 pour Microsoft Power BI, DP600 pour Microsoft Fabric. Donc, elles sont de plus en plus exigeantes. De telle sorte que quand tu as ces plateformes de cours, Coursera, Udemy et autres, bah, tu peux t'auto-former finalement, sans passer par tout ce long trajet. Mais moi, ce que je dirais, et il y a toujours une différence, c'est que quand tu as un background d'ingénieur, la manière dont tu orientes ton produit, c'est-à-dire le rapport ou la base que tu es en train de concevoir, il y a une logique derrière. Tu vois. C'est pas du tout dans l'idée de dénigrer ceux qui font de la reconversion professionnelle, mais la différence se sent sur le marché. C'est-à-dire que je sais manipuler un outil, je fais un drag and drop, ah tiens, il est joli ce visuel, je fais mon métier, mais derrière l'analyse et vers quoi est-ce qu'on pousse ce produit qu'on présente, il est différent quand on a un background d'ingénieur. C'est ça. Totalement. Donc, effectivement, le choix, il est assez libre. Hein. Il y a beaucoup d'alternatives au parcours classique scolaire, mais c'est toujours un plus d'avoir un background d'ingénieur de base. Donc, toi, tu recommandes plus de l'ingénierie informatique au global. Et maintenant, après, on fait son choix, non? Exactement. Exactement. Mais effectivement, j'ai rencontré pas mal de collègues qui étaient en reconversion professionnelle, des pharmaciens. Donc, c'est pas comme s'ils sortaient du bac et qu'ils voulaient travailler tout de suite en entreprise. Mais ceux-là, par exemple, effectivement, la reconversion professionnelle serait plus adaptée à eux que de recommencer les bancs. Oui, totalement. Et en plus, je pense que l'esprit scientifique, même qu'il y a derrière, te facilite un peu plus la tâche, même en termes de logique, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est pas forcément pour dénigrer, mais si tu as fait des lettres avant et que tu veux faire de la data, je trouve que c'est peut-être pas le même cheminement. Même en termes de raisonnement. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, il faut vraiment aussi avoir certaines bases, effectivement. Et, OK. Du coup, un data analyst, il fait quoi au quotidien, généralement? Bon, c'est vrai que tu l'as défini, mais ta journée type, par exemple, au boulot, ça va être quoi? Oui. Au début, j'étais que développeur BI. Donc, je travaillais avec des outils du type Jira où il y avait des créations des incidents. Ou des maintenances évolutives. Ma journée type, à cette époque, était de créer des mappings. Par exemple, si il s'agissait de faire des ETL, de faire des mappings, alimenter les bases, proposer des visuels. Avec l'expérience, maintenant, je prends un peu plus de recul. J'ai des équipes à ma disposition que je peux chapeauter et déléguer des tâches. Et je suis de plus en plus à l'aise à aller challenger mes clients, c'est-à-dire leur proposer des ateliers pour bien spécifier et mieux comprendre leurs besoins. Et à partir de là, faire de la rédaction des spécifications techniques détaillées à l'endroit des équipes qui, derrière, seront plus opérationnelles et feront tout ce qu'il y a comme développement, soit des ETL ou création des visuels. Voilà. Voilà un peu l'évolution de la chose. Mais voilà, c'est peut-être pour anticiper la question sur qu'est-ce qu'un data analyst pourrait devenir. Il pourrait devenir plus tard un architecte de données, construire une solution d'architecture
sans toutefois aller dans l'opérationnel, c'est-à-dire faire la création des tables, les alimenter, créer des visuels, mais avoir un schéma global de qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution. Il peut évoluer vers un profil plus managérial, encadrer des jeunes équipes, orienter leur carrière, ou vers un profil de technical lead, par exemple. Donc, il y a ces 3 alternatives qui pourraient se proposer assez facilement en fonction de la personnalité et en fonction de ce qu'on cherche aussi dans la vie. Voilà. Et l'IA dans tout ça, parce que là, maintenant, c'est le sujet du moment. Très, très bonne question. L'IA, c'est à la mode, hein, comme on dit. Et en informatique, on apprend toujours. Quand tu te dis que tu es rodé, c'est là que tu te rends compte il y a des trends tous les jours, donc il y a tellement de trends tu peux pas dormir. C'est ça, tu n'es jamais tranquille, faire de la veille et tout, voilà. autre. Donc oui, l'IA, c'est un sujet d'actualité et moi, personnellement, je monte en compétences dessus actuellement. D'accord. Avec quoi? Enfin, c'est quoi? Tu fais quoi concrètement sur l'IA? Tu conçois des modèles, c'est ça? Oui. Donc, j'ai rejoint récemment un projet FinOps, finance et opérationnel. Donc, optimisation de coûts pour des entreprises qui hébergent leurs solutions dans le cloud. Et l'idée, c'est de pouvoir optimiser les coûts d'hébergement et les coûts de facturation. Cela transite par de l'IA explicable. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est quoi les salaires? Bon, enfin, pour te simplifier la tâche, c'est-à-dire, généralement, en junior, on commence comment, et des profils seniors, c'est comment, et après, manager, tu vas être à combien? Tout dépend des profils, tout dépend. En fait, le salaire, c'est tellement subtil. Ça dépend de l'expérience, de la localisation du pays, hein, et aussi d'autres facteurs assez subtils, mais surtout la localisation et l'expérience. Si on prend la France, par exemple. C'est des mauvais payeurs. Non, mais honnêtement, c'est des mauvais payeurs. Bref, l'Île-de-France, je sais qu'un débutant qui commence à 40K annuels pourrait dire qu'il a plutôt une bonne base. En bas, c'est peut-être pas... Je sais pas, mais je pense que 40-42 pour commencer, c'est le début. C'est une bonne base. Et après, les profils seniors, ça va vite. Oui, bien sûr. Alors, avec l'expérience, ça va vite quand on change d'entreprise. Parce qu'on peut mieux négocier son salaire que de rester dans la même boîte. C'est toujours mieux de négocier son salaire d'entrée que de faire valider ses acquis en entretien annuel. Après, je parle que pour moi, mais généralement, quand tu quittes une entreprise, tu peux mieux négocier ta marge salariale. Je pense que tu le sais aussi. Oui, bien sûr. Que de vouloir négocier des entretiens annuels en fin d'année. Oui, c'est très compliqué ça. Mais après, juste pour préciser, quand j'ai commencé, un ancien collègue, il m'a donné un conseil. Je pense que c'était un bon conseil parce qu'il m'a dit de ne pas me hâter à quitter l'entreprise après 6 mois pour augmenter mon salaire. Parce que la base, qui est l'expérience, est toujours importante. Et une fois que tu as la base, tu peux négocier ce que tu veux obtenir réellement. Il y a un truc pour finir un peu sur la data aussi que j'aimerais te demander. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes sur le marché aussi qui souffrent à trouver du travail et tout. Toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais peut-être aussi pour pouvoir peut-être, je sais pas, pour avoir un bon CV qui peut-être permet de matcher avec les entreprises qui cherchent tes profils? Un bon CV, c'est-à-dire les compétences qu'il faut? Oui, enfin, pas forcément le CV, mais peut-être des conseils en général que tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans la data. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui veulent se lancer, mais qui ne trouvent pas aussi d'opportunités. Comme on le dit tout le temps, tout le monde le dit que le marché est tendu en ce moment. Et oui, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des opportunités. Toi, quel est le conseil que tu leur donnerais qui veulent rentrer en data?
Oui, je dirais qu'ils maximisent leurs compétences en passant des certifications. Ok. Les clients sont plus rassurés quand il y a des profils certifiés devant eux, Ok. surtout quand il n'y a pas d'arrière-plan en ingénieur. Mhm. Je pense qu'ils sont généralement plus rassurés d'accueillir ces profils-là. Ok. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'accès au savoir. Ne pas savoir, c'est choisir de ne pas savoir, en fait. Il y a Ouais. tellement de ressources, aussi bien gratuites que payantes, Ouais. que ça se rentabilise assez vite. Mhm. Si je prends l'exemple du PL300, la certif, elle est, si je ne me trompe pas, à 126 euros. Ok. En entreprise, en un mois, tu l'as largement rentabilisé Ouais. si Si tu tu es l'as. embauché. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à faire ce parcours ingénieur. Mais si c'est plus long, bah, dans ce cas, Les certifs. certifiez-vous au maximum et n'hésitez pas à passer aussi par les alternatives d'alternance parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises. Je ne connais pas vraiment le marché actuellement Mhm. par rapport à ceux qui rentrent, Ouais. mais je pense que Il y a beaucoup qui valorisent les alternances, c'est ça? voilà, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en alternance, vous avez déjà une première expérience de la vie en entreprise, en plus de faire vos cours. Mhm. C'est ça. C'est ce Ok. que j'allais dire. Ok. Donc, si vous avez la possibilité, apprenez, certifiez-vous au maximum et ça Voilà. devrait aller. Ok. Bah, super, super. On a pas mal échangé, on est presque à la fin. Il y a un truc aussi que j'aimerais te demander. Comment toi, tu vois ton avenir? C'est quoi la suite? Ah oui, très très bonne question. Aujourd'hui, je dirais que en mi-parcours, quand je fais un peu le décompte, je suis plutôt satisfaite de mon parcours. Ok. Je ne me vois pas dans l'informatique en 10 années, parce que j'ai d'autres projets. Déjà, je D'accord. les ai commencés. Et ça va faire quoi? Ça va faire 15 années que je suis dans l'IT. Donc, pour moi, c'est une routine, mais qui me permet de préparer mes projets personnels à moi pour plus tard, quoi. Mhm. Ok. Ça marche. Il y a rien que tu lances ou tu veux faire la pub un peu? Non, pas pour le moment, c'est ça? Euh, non, je pense que la discrétion est d'actualité, D'accord, ok. mais il y a quand même beaucoup de projets en Afrique Ok. que Tu j'ai commencé. t'intéresses. Ok. Non, que j'ai Ok, tu as déjà commencé et tout. commencé, que je Ok. supervise. Aujourd'hui, les autres alternatives, on le sait, c'est l'immobilier, les ventes Ok. et autres. Donc, c'est des secteurs, c'est des sujets qui m'intéressent de plus en plus aujourd'hui. Ok. Et je consacre mes temps libres à ces À ce sujets-là. sujet-là. Hmm. Toi, le retour en Afrique, c'est quelque chose qui est envisageable pour toi? Largement. Largement. D'accord. Ok. Mais pas pour l'instant. Enfin, quand je dis retour, c'est Dans, totalement. dans le moyen terme, oui. Oui, moyen terme C'est autour. quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Ok. Hein. D'accord. Il y Et... a. Oui, tu voulais dire rajouter Non, quelque chose? non, vas-y. Non. Généralement, nous, on a un rituel à la fin, c'est on reprend à la question de l'invité précédent D'accord. et on en repose au prochain. Donc, la question qu'il y a, c'est que on dit si avec ta parole, du coup, l'invité précédent, si avec ta parole, tu pouvais changer quelque chose d'aujourd'hui dans le monde, ce serait quoi? C'est très philosophique, ça, on dirait. Avec ma parole, Oui, juste avec ta parole. si j'étais Dieu. Ah là là. C'est tellement, je sais pas. Profond. Oui, profond, mais très philosophique aussi que je- ma réponse peut-être ne pourrait pas Non, enfin, convenir. Hein. tout est recevable ici, hein. Moi, je pense que je la peut-être la reformulerais en mode qu'est-ce que toi tu vois aujourd'hui qui te dérange Mhm. et que tu aimerais peut-être, si tu avais la possibilité d'agir, de pouvoir changer ça. Même que ce soit dans le monde du travail ou même dans la société en général aujourd'hui et Oui. tout. Quelque chose qui pourrait me peiner un peu aujourd'hui, c'est de voir beaucoup d'élites Mm. qui n'arrivent pas à évoluer dans leur milieu d'origine et Ok. qui doivent, dans le cours de leur vie, transiter par d'autres pays et subir la pression, parce qu'il faut le dire, c'est pas évident de vivre à l'étranger et continuer ce cours de vie pendant un temps. Donc, si je devais changer quelque chose, ce serait de faciliter l'accès
au travail, en tout cas accompagner ces personnes, des têtes pensantes, pour qu'elles puissent évoluer dans leur milieu, dans leur écosystème de base, comme l'Afrique, le Togo. Ouais, ok. Bah, ce serait peut-être... Non, mais c'est très pertinent. En même temps, c'est tellement vaste qu'il faut mettre les choses en place pour pouvoir le faire. Non, mais surtout au niveau de l'éducation. Ça va rentrer dans la politique et... Je préfère ne pas faire de la politique. Non, je comprends. Et toi, c'est quoi ta question pour le prochain invité? Oui, ma question serait comment est-ce que mon prochain invité prépare son retour en Afrique? D'accord, ok. Et s'il ne prépare pas son retour en Afrique? Voilà, dans le cas échéant, comment est-ce qu'il le prépare en Afrique? Ok. Si l'invité ne préparait pas son retour en Afrique, j'espère que tu auras un invité qui prépare son retour en Afrique. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui retourne en Afrique alors. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci. C'était super intéressant et tout. Assez court, mais je pense que voilà, on a pu aborder tous les sujets dont en tout cas on voulait parler et tout. Donc, moi, je te souhaite que du bonheur dans tes projets, même en Afrique et tout. Merci. Donc, voilà. Voilà, n'hésite pas, s'il y a peut-être la promo qu'on doit te faire pour un sujet, n'hésite pas, on va essayer d'envoyer de la force et tout. Donc je mettrai de toute manière et tout dans la vidéo et tout, les références et tout, comme ça ceux qui veulent aussi suivre un peu tout ce que tu fais également, ils pourront aller le faire et tout. Donc voilà, je sais pas si tu as un dernier mot. Non, je voulais simplement te remercier parce que c'est, comment dire, des contenus très valorisants. Où tu présentes des profils très intéressants. Je t'ai connu via les réseaux sociaux récemment. Okay. Et du coup, j'ai voulu faire le déplacement. Elle vient de Lyon. Hein, elle vient... Non, en même temps, c'est la porte à côté. Donc mais le déplacement en valait le coup. Okay. Donc, bon courage à toi également. Merci beaucoup. J'espère que ton podcast aura beaucoup de renommée. Beaucoup de personnes pourront le suivre. Et que, voilà. Bon courage aussi pour tes cours parce que je sais que tu es en formation. Oui, donc... c'est ça, voilà. Merci beaucoup. Bon, voilà. C'est bientôt la fin, pas bientôt la fin. On est à mi-parcours. Ça passe vite en même temps. Ça va très vite passer, effectivement. On s'est dit qu'on ne s'est plus vu depuis 12 années. Oui, et ça, c'est très compliqué. Ça va tellement vite. Et non, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, ce qu'on cherche aussi, c'est de porter, en tout cas, de la qualité, de la connaissance aux gens. C'est pas tant forcément la popularité, mais s'il y a des gens, il y a une ou deux personnes quand même qui arrivent quand même à avoir un certain contenu qui change sa vie, qui transforme sa vie. C'est ce qui compte surtout. J'espère pouvoir aider quelqu'un qui l'écoute. Hein. Voilà. Qui veut s'orienter dans la data surtout aussi. C'est ça. Voilà. Encore une fois, si possible, faire le parcours ingénieur. Pour mon cas, c'était l'IAI Togo, l'UTBM. Ou sinon, en reconversion professionnelle, maximiser l'acquisition des certifications. OK. Merci à toi. Merci, Patrick. Merci à tous qui vous nous avez suivis. On se dit vraiment à la prochaine. Donc, ciao.